Discipline, des mesures qui évoquent trop l'ancien système de flagellation des criminels. En 1895, lorsque l'agent des Indiens D.L. Klink ramène un élève fugueur à l'école industrielle de Red Deer, il constate la présence d'une ecchymose sur sa tête, à l'endroit où un professeur l'a frappé avec un bâton. John Nelson, le directeur de l'école, affirme à Klink qu'il, ouvrez les guillemets, a été sévère avec l'élève auparavant et qu'il le sera davantage à partir de maintenant. Fermez les guillemets. Redoutant que, ouvrez les guillemets, le garçon ne soit maltraité s'il le laisse dans cette situation, fermez les guillemets, Klink le retire de l'école. Il recommande aussi au ministère de renvoyer le professeur en cause et de porter des accusations contre lui, prétendant, ouvrez les guillemets, qu'un comportement comme le sien ne devait être toléré en aucun cas, ne serait-ce qu'une seule journée dans une école de blancs du Canada. Fermez les guillemets. Le rapport de Klink amène le commissaire des affaires indiennes, Heather Reed, à donner des instructions aux membres de son personnel. Citation. Ces instructions, si elles n'ont pas été déjà envoyées, doivent être transmises au directeur de toutes les écoles. Seul un directeur a le droit de fouetter un enfant, et même lorsque la situation l'exige, il doit user d'une grande discrétion et ne pas le frapper à la tête ni lui causer de préjudice corporel, et ce, même s'il doit le punir sévèrement. On estime que la pratique du châtiment corporel ne constitue pas une mesure de discipline générale et qu'on devrait l'utiliser seulement comme moyen dissuasif lorsqu'une faute grave est commise. Fin de la citation. Les instructions de Reed soulignent un grand nombre de problèmes récurrents relativement à l'approche du ministère en matière de discipline dans les pensionnats. Premièrement, étant donné qu'il a d'abord été commissaire des Indiens dans l'ouest du Canada, il ne savait pas s'il existait des règles concernant la discipline scolaire. Deuxièmement, sa directive est vague. Elle prévoit où on ne doit pas frapper les élèves, mais ne spécifie pas les endroits où les coups sont permis, ni les objets qui peuvent être utilisés pour les porter. De plus, elle ne fait pas mention du nombre de coups permis. Troisièmement, on ne sait pas vraiment si ces instructions ont été transmises au directeur. Si c'est effectivement le cas, on les a rapidement perdues et oubliées. Au cours des années suivantes, lorsque les disputes concernant la discipline scolaire éclatent, les représentants du ministère ne font aucune référence à la politique. En 1920, Canon S. Gould, le secrétaire général de la Société missionnaire de l'Église d'Angleterre du Canada, demande au commissaire Campbell Scott si, ouvrez les guillemets, le châtiment corporel à des fins disciplinaires est admis et permis dans les pensionnats indiens. Fermez les guillemets. Et constate que de toute façon, on l'utilise dans tous les pensionnats du pays, que ce soit permis ou non. La première et unique preuve de l'existence d'une politique disciplinaire pour les pensionnats que la CVR a été en mesure de recenser dans les documents examinés jusqu'à maintenant date de 1953. La difficulté à mettre en place et à appliquer une politique nationale en matière de discipline signifie que les élèves sont assujettis à des mesures disciplinaires qui, comme le remarque Klink en 1895, ne sont pas tolérées dans les écoles pour les enfants non autochtones. 4 ans après que Reed ait demandé aux membres de son personnel d'émettre des directives concernant le châtiment corporel, David Laird, le commissaire des affaires indiennes, signale que plusieurs enfants ont été punis trop sévèrement à l'école de Middle Church. Ouvrez les guillemets. Les bandages dans le dos, écrit-il, sont des mesures qui évoquent trop l'ancien système de flagellation des criminels. Fermez les guillemets. Parfois, le châtiment corporel va de pair avec l'humiliation publique. En décembre 1896, en Colombie-Britannique, le directeur par intérim de l'école de l'île Cooper assène à 2 garçons, ouvrez les guillemets, plusieurs coups de fouet devant les autres élèves, fermez les guillemets, parce qu'ils se seraient faufilés dans le dortoir des filles pendant la nuit. En 1934, lorsque le directeur de l'école de Shubenacadie ne peut déterminer la personne qui a volé l'argent et les chocolats d'un membre du personnel, il exige que les suspects soient frappés avec un fouet à 7 lanières et qu'ils soient mis au pain et à l'eau par la suite. Dans certaines écoles, il existe une pièce servant de entre guillemets, chambre de punition. En 1907, à la suite d'une inspection de l'Institut Mohawk de Brantford, J.J. Rumsen, l'inspecteur des agences indiennes de l'Ontario, admet qu'il n'y a pas eu une très bonne impression quand il a constaté la présence de 2 cellules d'isolement dans la salle de jeu des garçons. Cependant, on m'a informé qu'elles étaient destinées aux élèves qui s'enfuient de l'institution et qu'on les y confinait chacun une semaine à leur retour. Fin de la citation. En 1914, le père d'un élève intente une poursuite contre le directeur de l'Institut Mohawk, car celui-ci aurait enfermé sa fille dans une cellule pendant 3 jours en lui imposant
un régime à base d'eau. En 1920, à l'école anglicane de Brockett, en Alberta, on enchaîne les garçons ensemble pour les punir de s'être enfuis. À l'école de Gleichen, en Alberta, un directeur est accusé d'avoir menotté à son lit un garçon et de l'avoir fouetté au sang avec une cravache. Le directeur admet avoir fouetté le garçon, mais il nie lui avoir lacéré la peau. Souvent, les punitions abusives poussent les enfants à vouloir s'enfuir. En 1902, le père de Duncan Sticks, un garçon mort de froid après s'être enfui de l'école de Williams Lake en Colombie-Britannique, affirme au coroner que par le passé, son fils était enfui parce qu'on l'avait frappé avec une cravache. Fin de la citation. Après avoir été frappé brutalement par le directeur, un garçon qui s'était enfui de l'école anglicane de Lepas a failli mourir de froid. La discipline qui règne dans les écoles et qui confine à la violence cause un choc aux élèves. Isabelle Winford affirme qu'on ne lui avait jamais infligé de châtiment corporel avant qu'elle fréquente l'école de Sandy Bay. Ouvrez les guillemets. Mon père n'avait qu'à élever la voix, on savait ce que ça voulait dire. La première fois qu'une religieuse m'a frappée, ça m'a vraiment marqué, parce que je me demandais comment elle pouvait se permettre ça, alors que mes propres parents ne levaient jamais la main sur moi. Vous comprenez ? Fermez les guillemets. Rachel Shakastim soutient que c'est à l'école de Fort Albany qu'elle, ouvrez les guillemets, qu'elle a été témoin d'actes de violence pour la première fois. On frappait les jeunes enfants. Parfois, dans les salles de classe, on utilisait une verge pour frapper les élèves. Fin de la citation. Fred Brass décrit en ces mots les années qu'il a passées à l'école catholique de Kamsack, en Saskatchewan. Ouvrez les guillemets. Ça a été les pires années de ma vie. Vous savez, se faire rabaisser par un soi-disant éducateur, se faire battre par des personnes qui sont supposées être là pour veiller sur nous et nous apprendre à discerner le bien du mal. Aujourd'hui, je me demande souvent qui agissait bien et qui agissait mal. Fermez les guillemets. Selon Géraldine Bob, qui fréquentait l'école de Kamloops, les membres du personnel de l'école étaient incapables de contrôler leur colère une fois qu'ils commençaient à punir un élève. Ouvrez les guillemets. Ils commençaient à vous frapper et perdaient tout contrôle. Ensuite, ils vous lançaient contre le mur et vous jetaient par terre et vous rouaient de coups de pied et de coups de poing. Fermez les guillemets. Il est courant de raser les cheveux des élèves qui fuguent. William Antoine se rappelle qu'à l'école de Spanish, en Ontario, on les rasait devant les autres élèves. Ouvrez les guillemets. Ils obligeaient tous les gars à regarder ce qui arrivait au garçon, ce qu'ils allaient lui faire parce qu'il s'était sauvé. Ils lui rasaient les cheveux et tiraient sur ses culottes pour les baisser, et le garçon se retrouvait à genoux par terre et se tenait après la chaise. Fermez les guillemets. Emma Simpson prétend qu'à l'école catholique de Lepas, on a rasé les cheveux de son cousin parce qu'il s'était enfui. De nombreux élèves ont mentionné que des professeurs les ont tirés par les oreilles. Dorothy Ross, qui fréquentait l'école des Sioux Lookout, raconte. Ouvrez les guillemets. Moi et une autre fille, on flânait et on se taquinait chacune dans notre langue. Puis là, c'est-à-dire, je me suis fait prendre. Elle m'a tiré l'oreille si fort. Fermez les guillemets. Archie Hyacinthe se rappelle que dans les classes de l'école catholique de Kenora, ouvrez les guillemets, chaque fois qu'on n'écoutait pas, on nous tirait en arrière par une oreille, le cou ou les coudes. Fermez les guillemets. Jonas Grandjambe se remémore que les religieuses responsables du dortoir des garçons à l'école catholique d'Aklavik les attrapaient par une oreille et la tordaient. Fin de la citation. Dolores Adolphe affirme que son ouïe s'est détériorée à cause des punitions qu'elle a subies à l'école de Mission. Joseph Wabano prétend qu'à l'école de Fort Albany, en Ontario, les membres du personnel frappaient les élèves avec une planche de 3 cm d'épaisseur. Noël Starblanquette se rappelle qu'on le giflait à la tête. Fin de la citation. Constamment à l'école de Coipelé. Un enseignant l'a frappé au visage et lui a cassé le nez. Mervyn Mirasti soutient qu'à l'école de Beauval, en Saskatchewan, quand un garçon se faisait prendre à lancer des boules de neige, on lui frappait les mains avec la lame de la palette d'un bâton de hockey. Nellie Trapper, qui fréquentait l'école de Moose Factory en Ontario dans les années 1950, raconte, ouvrez les guillemets, moi et une autre fille, on a dû laver l'escalier et la cage d'escalier avec une brosse à dents. Je ne me souviens pas pourquoi on nous avait punis, mais je n'oublierai jamais ça. Je me vois encore assise sur les marches et la superviseure qui se tenait tout près de moi et nous surveillait. D'anciens élèves affirment aussi que l'hiver, on les envoyait à l'école sans vêtements appropriés, puis on les forçait à se tenir debout ou à s'asseoir dans la neige en guise de punition. Il n'était pas rare que des pensionnaires, traumatisés par un environnement si hostile et qu'ils ne connaissaient pas, mouillent leur lit. Ces élèves pouvaient recevoir des punitions humiliantes par la suite.
Wendy Lafont, qui a fréquenté l'école de Prince Albert en Saskatchewan, affirme « Si on mouillait notre lit, on devait rester dans un coin avec nos vêtements pleins de pisse et on n'avait pas le droit de se changer. » Fermez les guillemets. Don Willy se rappelle qu'à l'école d'Albert Bay, les élèves qui mouillaient leur lit étaient humiliés publiquement. Ouvrez les guillemets. Ils avaient l'habitude d'aligner les lits mouillés et de mettre en rang ceux qui avaient mouillé leur lit. Il les mettait en rang le matin et les faisait défiler. Il les faisait défiler pendant le déjeuner à l'endroit où on déjeunait, juste pour les humilier. Fermez les guillemets. Des mesures jugées inacceptables au début du XXe siècle sont pourtant toujours en place dans les années 1960. De nombreux élèves ont décrit le pensionnat comme une prison. Certains racontent avoir été enfermés dans un dortoir, un placard, un sous-sol et même sous une galerie. En 1965, on enferme les élèves qui se sont enfuis de l'école presbytérienne de Kenora. De plus, on leur fournit seulement un matelas et leur alimentation est uniquement constituée de lait et de pain. Dans les années 1980, à l'école de Poplar Hill, en Ontario, on enferme encore les élèves dans une pièce appelée Counseling Room, salle de réflexion. Même si le ministère des Affaires indiennes ordonne l'abandon de cette pratique, on rase toujours les cheveux des élèves dans les années 1970. Dans les années 1990, un membre du personnel de l'école de Gordon, en Saskatchewan, frappait encore les élèves, les poussait dans les casiers ou les lançait contre les murs. Cette incapacité à instaurer une discipline adéquate et à contrôler la façon dont elle est appliquée envoie un message tacite, à savoir qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire subir aux enfants autochtones dans les pensionnats. Très vite, on en est venu aux abus physiques et sexuels à l'endroit des élèves, et au fil du temps, le système ne s'est jamais vraiment amélioré.